Sur le groupe de discussion familiale, ils m'ont traité de « honte ». Chacun d'eux, mes parents, mon frère et même des cousins éloignés, ont réagi avec l'emoji qui pleure de rire. Je n'ai pas discuté. Je ne me suis pas défendue. J'ai juste tapé un mot. D'accord. Voyez-vous, ma famille a passé des années à supposer que j'étais au chômage, que je dérivais dans la vie sans direction ni ambition. Ils n'avaient aucune idée de ce que je faisais réellement dans la vie, et j'avais cessé d'essayer de le leur dire il y a longtemps. Mais lorsque la femme de mon frère est entrée dans cette salle de conférence pour le plus gros contrat de sa carrière, confiante et condescendante comme toujours, elle a levé les yeux vers le bout de la table et m'a vue assise là. Le cri qui est sorti de sa bouche a résonné à travers tout l'étage. Si vous lisez cette histoire en ce moment, laissez un commentaire pour me dire d'où vous venez. Appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour entendre plus d'histoires. Mais revenons au récit. La notification a allumé l'écran de mon téléphone à exactement 21h47, un mardi soir. J'étais assise dans mon appartement minimaliste du 16e arrondissement. Les jambes repliées sous moi sur le canapé crème, une tasse de tisane refroidissant entre mes mains. De l'autre côté des baies vitrées, Paris scintillait comme des diamants éparpillés, indifférente aux petites dévastations qui se produisaient dans des appartements comme le mien. Le groupe de discussion familiale, celui que j'avais mis en sourdine il y a des mois, mais que je n'avais jamais eu le courage de quitter entièrement. Quelque chose, peut-être du masochisme, peut-être de l'espoir, m'a poussé à vérifier ce soir-là. Je n'aurais pas dû l'ouvrir, mais je l'ai fait. Valérie, ma belle-sœur, avait écrit à propos du dîner d'anniversaire de mariage de samedi. « N'amenez pas Émilie. C'est une honte pour nous. Sérieusement, je ne veux pas qu'elle soit là à mettre tout le monde mal à l'aise. » Mon souffle s'est coupé, pas sous le choc, plutôt par la confirmation de quelque chose que j'avais toujours soupçonné mais que je n'avais jamais vu écrit aussi clairement, aussi nonchalamment. Comme si ma valeur pouvait être résumée dans un simple message envoyé sans une seconde pensée. Puis sont venues les réactions. Une par une, elles se sont alignées sous son message comme un peloton d'exécution de cruauté ordinaire. Chaque notification était un petit coup de couteau. Maman, emoji, rire. Papa, pouce en l'air. Tante Catherine, 3 emojis rire et une tête de mort. Ma cousine Julie, emoji qui pleure de rire. Romain, mon frère, mon propre sang, le garçon avec qui j'avais partagé mon enfance, a ajouté un simple. Ouais, c'est probablement mieux comme ça. Elle ne s'intègre jamais de toute façon. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les mots deviennent flous. Mes mains ne tremblaient pas. Mon cœur ne s'emballait pas de panique. Je suis restée assise là, dans la lueur ambrée de ma lampe de lecture, sentant le poids d'être indésirable s'installer sur moi comme un manteau familier que j'avais porté trop souvent auparavant. Lourd, usé, mais toujours étonnamment capable de blesser. Le fait d'être rejeté par sa propre famille, c'est que ça n'arrive pas d'un coup. Ce n'est pas un rejet unique et violent, c'est progressif, comme l'érosion. 1000 petits moments où l'on vous coupe la parole au dîner, où vos accomplissements sont accueillis avec un désintérêt poli ou un scepticisme mal voilé, où votre présence devient quelque chose à gérer plutôt qu'à célébrer, où vous réalisez lentement que vous ne faites pas partie du cercle restreint, vous êtes l'obligation qu'il tolère. J'ai relu le message de Valérie 3 fois de plus. Chaque mot était choisi avec soin. J'ai remarqué qu'elle n'avait pas dit « occupé » ou « indisponible ». Même pas « maladroite ». Une honte. Quelque chose à cacher, quelque chose de honteux. J'ai posé le téléphone sur la table basse en verre et j'ai fixé le reflet du plafonnier dans l'écran noirci. Ma gorge était serrée, mais aucune larme n'est venue. J'avais déjà pleuré pour ma famille auparavant. Ce soir, je ressentais quelque chose de différent. J'ai repris mon téléphone et j'ai tapé un mot. D'accord. Simple, propre, pas d'explication, pas de défense, pas de supplication pour qu'ils reconsidèrent. Juste l'acceptation. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai posé le téléphone face contre table. Puis j'ai pris une longue et lente gorgée de thé et j'ai laissé le silence de mon appartement m'envelopper comme une couverture. À l'intérieur, cependant, quelque chose de froid et de cristallin se formait. Pas exactement de la colère. Quelque chose de plus tranchant, de plus propre, de plus clarifiant. Le brouillard qui me tenait attaché à leur approbation se levait enfin. Et en dessous se trouvait une vérité simple et indéniable. Je n'avais plus besoin d'eux.
Peut-être que je n'en avais jamais eu besoin. Je n'ai pas toujours été aussi calme. Il fut un temps où j'aurais appelé Romain immédiatement, la voix tremblante, pour demander « Pourquoi ?» Il fut un temps où je me serais présentée à ce dîner quand même, désespérée de prouver que j'avais ma place, serrant une bouteille de vin et un sourire forcé. Mais c'était avant. Avant que je passe 3 ans à m'occuper de papa après son AVC massif. Pendant que Romain et Valérie s'envolaient pour Cancun, puis l'Italie, puis la Thaïlande, leur fils Instagram étant un flux constant d'eau turquoise et de cocktails au coucher du soleil. Avant que je ne m'assoie seule dans des salles d'attente d'hôpital stériles à 2 heures du matin, répondant aux questions des infirmières, pendant que mon frère envoyait des cartes postales avec des messages joyeux sur les glaces et les gondoles. Émilie s'en chargera, disait maman à l'époque, comme si ma vie n'était qu'une solution pratique à leur inconvénient. Comme si je n'avais pas de rêve, de projet, un avenir qui comptait. J'avais 23 ans. Je venais d'être acceptée dans un programme prestigieux de master en stratégie à HEC Paris. Bourse complète. C'était tout ce pourquoi j'avais travaillé. J'avais déjà trouvé un studio près du campus, imprimé mon emploi du temps, commencé à faire des recherches sur les professeurs avec qui je voulais travailler. J'ai reporté d'1 an, puis le rétablissement de papa a été plus lent que prévu, alors j'ai reporté à nouveau. La 3e année, quand j'ai finalement appelé le service des admissions, ils m'ont dit que ma place avait été donnée à quelqu'un d'autre. L'opportunité s'était dissoute comme du sucre dans l'eau. Romain ne l'a jamais reconnu, pas une seule fois. Même pas un « merci » ou un « je sais que c'est dur ». À la fête de retour à la maison de papa, celle que maman a insisté pour organiser pour célébrer son rétablissement miraculeux, Valérie s'était drapée sur le bras de mon frère comme un accessoire coûteux, montrant des photos de Santorin sur son téléphone, les maisons aux dômes bleus, les piscines à débordement, les dîners au coucher du soleil. Certaines personnes savent vraiment vivre, avait-elle dit, ses yeux glissant sur moi comme si je faisais partie des meubles. La vie est trop courte pour la gâcher, tu sais. Je portais les mêmes vêtements que j'avais mis pour aller à l'hôpital ce matin-là. Je sentais l'antiseptique et l'épuisement. J'avais des cernes sous les yeux qu'aucun anti-cerne ne pouvait cacher. C'est là que le ressentiment a commencé. Pas bruyant ou dramatique, juste silencieux, enfoui, grandissant comme un système racinaire sous tout le reste. Je me souviens d'être debout dans la cuisine de mon enfance, lavant la vaisselle de la fête que je n'avais pas voulu, écoutant Romain et Valérie rire dans le salon à propos d'une blague de leur voyage. Et je me souviens avoir pensé, ils n'ont aucune idée de ce que j'ai abandonné pour eux. Et ils ne le sauraient jamais. Ils pensent que je suis au chômage. C'est la partie la plus drôle, vraiment, l'ironie la plus absurde de toute cette situation. Depuis des années maintenant, toute ma famille fonctionne sous l'hypothèse tacite que je dérive dans la vie, que je galère, travaillant probablement dans un petit boulot de vente, sans avenir ou en freelance raté. Je ne les ai jamais corrigés parce que, honnêtement, à quoi bon? Le dernier dîner de famille auquel j'ai assisté remonte à 2 ans. C'était l'anniversaire de papa et maman avaient fait sa fameuse blanquette de veau, celle qu'elle ne fait que pour les grandes occasions. La table était pleine. Tantes, oncles, cousins, tout le monde parlant les uns sur les autres de cette manière chaotique propre aux grandes familles. Valérie tenait la cour comme d'habitude. Parlant de son travail de coordinatrice de compte senior dans une agence de marketing moyenne appelée Agence Mercier. Elle continuait d'insister sur le mot « senior » comme si c'était une incantation magique qui transformerait son poste médiocre en quelque chose d'impressionnant. « On gère le compte Dupont maintenant ?» avait-elle dit en gesticulant avec son verre de vin. 7 chiffres. C'est beaucoup de responsabilités, mais quelqu'un doit bien s'y coller, vous savez. Tout le monde avait hoché la tête, impressionné. Maman rayonnait. « Tu t'en sors si bien, Valérie. On est tellement fiers de toi. » Puis Valérie s'était tournée vers moi, son verre de vin incliné avec une curiosité moqueuse, son sourire bordé de quelque chose de plus tranchant. « Et Émilie, qu'est-ce que tu deviens ces temps-ci? Toujours en train de te chercher? » La table s'était tue, tout le monde attendant, regardant. J'aurais pu leur dire la vérité. J'aurais pu expliquer que j'avais passé les 7 dernières années à construire systématiquement une carrière dans la stratégie d'entreprise, que j'avais gravi les échelons d'analyste junior à analyste senior, à chef de projet, à directrice, que mon salaire avait plus de 0 que celui de Valérie n'enverrait jamais, que je venais de conclure un accord valant plus que leur maison, mais je ne l'ai pas fait. Quelque chose comme ça, avais-je dit en prenant une gorgée d'eau.
Valérie avait souri, douce, apitoyée, satisfaite. Eh bien, certaines personnes éclosent sur le tard. Il n'y a pas de honte à ça. Tout le monde trouve sa voie, finalement. Tante Catherine était intervenue. « Tu es encore jeune, Émilie. Tu as tout le temps pour trouver ce que tu veux faire. » J'avais 30 ans. Je le faisais déjà. Je suis partie avant le dessert, prétextant un mal de tête. Personne n'a essayé de me retenir. Après ça, j'ai complètement arrêté d'aller aux événements familiaux. J'ai arrêté de répondre à la plupart de leurs appels. J'ai arrêté d'essayer de faire partie d'un groupe qui avait déjà décidé que je ne m'intégrais pas. La paix, j'ai appris, est plus silencieuse que les explications, et la dignité ne nécessite pas de public. Le lendemain matin, je me suis réveillée à 6 heures, comme je le fais toujours. Mon horloge biologique n'a plus besoin de réveil. Mon appartement, un espace élégant au dernier étage avec vue sur la tour Eiffel, était baigné par la douce lumière dorée du petit matin. J'ai acheté cet endroit il y a 3 ans. Payé comptant et décoré exactement comme je le voulais. Lignes épurées, couleurs neutres, œuvre d'art soigneusement choisie qui signifiait vraiment quelque chose pour moi. C'était à moi. Personne de ma famille ne l'avait jamais vu. J'ai suivi ma routine avec une précision rodée. Une douche de 20 minutes. Des soins de la peau dans lesquels j'avais enfin appris à investir. Cheveux tirés en un chignon bas et élégant, j'ai choisi un tailleur bleu marine sur mesure dans mon dressing, celui que j'avais fait faire l'année dernière. Il m'allait comme une armure. Professionnelle, puissante, intouchable. Je me suis tenue devant mon miroir en pied et je me suis regardée, vraiment regardée. La femme qui me regardait ressemblait peu à la fille épuisée et négligée qui s'asseyait dans les salles d'attente d'hôpital. Elle ressemblait à quelqu'un qui savait exactement qui elle était. À 7h15, mon téléphone a vibré. « Marc, la voiture est en bas, mademoiselle Delacroix. » J'ai attrapé ma mallette en cuir, un cadeau de marque italienne que je m'étais offert après ma dernière promotion, et je suis descendue. Marc était mon chauffeur depuis 2 ans maintenant. La cinquantaine, toujours impeccablement habillé, il me traitait avec un respect qui me prenait encore parfois au dépourvu. Il attendait à côté du SUV noir, la portière déjà ouverte. « Bonjour, mademoiselle Delacroix, » dit-il avec un signe de tête. « Bonjour, Marc. » Je me suis glissée sur la banquette arrière et il a fermé la porte avec un clic doux et coûteux. Alors que nous nous insérions dans la circulation parisienne, j'ai vérifié mon emploi du temps sur ma tablette. La journée était chargée. IPA 30 réunions avec l'équipe d'analyse, 10 heures sur notre revue budgétaire, déjeuner avec un fournisseur potentiel, puis le gros morceau, la signature du contrat avec un nouveau client à 14 heures. Je me préparais pour cette réunion depuis des semaines. Le partenariat potentiel valait environ 3,5 millions d'euros sur 3 ans et mon cabinet, le GOT de Groupe Stratégique H&D, s'était battu dur pour l'obtenir. Tout devait être parfait, chaque détail hermétique. J'ai ouvert le dossier client sur ma tablette, faisant défiler les détails une fois de plus, même si j'en avais déjà mémorisé la majeure partie. L'entreprise, Agence Mercier, était une firme de marketing de taille moyenne cherchant à s'étendre dans le conseil aux entreprises. Ils voulaient ajouter l'infrastructure stratégique, l'analyse de marché et la planification à long terme à leurs offres de services. C'était ambitieux pour une entreprise de leur taille, mais potentiellement lucratif si exécuté correctement. Nous allions fournir le cadre, l'expertise et les systèmes dont ils avaient besoin pour faire ce saut. J'ai fait défiler jusqu'à la section du personnel, vérifiant les noms des représentants qui assisteraient à la réunion. Le PDG M. Mercier, le directeur financier David Chen et la coordinatrice de compte senior qui présenterait la proposition. Et je me suis arrêtée. Mon cœur a raté un battement. Valérie Delacroix, coordinatrice de compte senior, représentante principale. J'ai lu le nom 3 fois, certaine d'avoir mal lu, mais non, c'était là, clair comme de l'eau. De Roche en police calibré 12, ma belle-sœur. La femme qui, moins de 12 heures plus tôt, m'avait traité de honte dans un groupe de discussion. La femme qui riait de l'exclusion de toute ma famille à mon égard. Elle serait assise en face de moi dans 7 heures. Pendant un long moment, j'ai juste fixé l'écran. Les bruits de la circulation filtraient à travers les vitres de la voiture. Klaxons, moteurs, le pouls de la ville qui s'éveillait. Marc a tourné un coin en douceur et ma tablette a failli glisser de mes mains. J'ai resserré ma prise. 1000 pensées ont déferlé dans mon esprit.
Je pouvais m'excuser de la réunion, la passer à Richard ou Sylvia, tous deux d'excellents directeurs qui seraient parfaitement capables de gérer le contrat. Je pouvais éviter toute la situation, garder ma vie professionnelle et ma vie familiale dans leurs boîtes séparées et soigneusement maintenues. Mais ensuite, je me suis souvenu du groupe de discussion. Des emojis rieurs, de l'accord désinvolte de Romain, des années à être ignoré, méprisé, traité comme si j'étais moins que rien. Un lent sourire a étiré les coins de mes lèvres. Non, je n'allais pas éviter ça, je n'allais pas me cacher. Pour une fois, j'allais laisser la vérité se révéler exactement comme elle le devait. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un message à mon assistant, Jordan. Note-moi pour la réunion de 14 heures avec l'agence Mercier. Ne me présente pas par mon nom tant que tout le monde n'est pas assis. Accompagne-les simplement à la salle de conférence et dis-leur que je serai avec eux sous peu. 3 points sont apparus immédiatement. Jordan. Bien reçu. Une raison particulière? J'ai fait une pause, considérant ma réponse. Moi? Appelons ça une surprise? Jordan. Compris, patronne. J'ai posé mon téléphone et j'ai regardé par la fenêtre la ville défiler. Mon reflet apparaissait comme un fantôme sur la vitre. Calme, composée, prête. Ça allait être intéressant. Je travaille au groupe stratégique HAD depuis 10 ans. Une décennie entière de ma vie versée dans cet endroit. J'ai commencé comme analyste junior quand j'avais à peine 24 ans, encore sous le choc des années perdues à m'occuper de papa, faisant encore le deuil du master que j'avais dû abandonner. Je me suis présentée à mon premier jour portant un tailleur bon marché et des chaussures qui me serraient les pieds, portant l'ambition comme un fardeau sur l'épaule. J'avais faim d'une manière qui effrayait certaines personnes, concentrée, implacable. Je ne pouvais pas me permettre d'échouer parce qu'échouer signifiait donner raison à ma famille, que je n'allais nulle part, que j'avais gâché ces années pour rien. Alors, je n'ai pas échoué. J'ai travaillé plus d'heures que n'importe qui d'autre. J'ai dit oui à chaque projet, chaque opportunité, chaque mission le week-end. Quand les analystes seniors rentraient chez eux à 18 heures, je restais jusqu'à 21 heures, m'enseignant des logiciels de modélisation avancés et des techniques d'analyse de marché via des vidéos YouTube et des revues spécialisées. J'ai monté les échelons rapidement. D'analyste junior à associé en 18 mois, d'associé à analyste senior en 2 ans, de senior à chef de projet en 3. À 29 ans, je gérais des équipes et présentais directement aux cadres dirigeants. J'étais la personne qu'ils appelaient quand une relation client échouait, quand une stratégie avait besoin d'une refonte complète, quand personne d'autre ne pouvait trouver la solution. Et puis, il y a 5 ans, on m'a offert le poste de directrice pour notre division de développement stratégique. Je me souviens d'être assise dans le bureau du PDG quand il a fait l'offre. Gérard Durand, aux cheveux argentés et au regard perçant, m'avait regardé par-dessus son bureau massif et avait dit « Pine, vous êtes la personne la plus jeune que nous ayons jamais considérée pour ce rôle. Certains membres du conseil pensent que vous n'êtes pas prête. Prouvez-leur qu'ils ont tort. » Je l'ai fait. J'ai dirigé des initiatives qui ont remodelé des entreprises entières. J'ai négocié des contrats valant plus que ce que la plupart des gens gagneront dans leur vie entière. J'ai bâti une équipe qui me respecte non pas pour mon titre, mais pour le travail que je fais, la façon dont je dirige, les standards auxquels je tiens tout le monde, moi y compris. Mon salaire a plus de 0 que je n'en ai jamais rêvé quand j'étais cette fille épuisée lavant la vaisselle à la fête de retour de papa. Mais je garde ma vie intensément privée. Pas de profil LinkedIn avec photos souriantes. Pas de présence sur Twitter partageant des idées sur l'industrie. Pas de story Instagram d'événements d'entreprise. Je n'assiste pas aux galas de l'industrie ou aux cocktails de réseautage où tout le monde fait de la lèche et échange des cartes de visite. Je fais mon travail. Je le fais brillamment et je rentre chez moi. Mon équipe ne sait presque rien de ma vie personnelle. Jordan, mon assistant, sait que je n'aime pas le bavardage et que je prends mon café noir. Sylvia, l'une de mes collègues directrices, sait que je préfère les réunions le matin et que je suis impitoyable sur le respect des horaires de conférence. Richard sait que j'ai une mémoire photographique pour les chiffres et une faible tolérance pour les excuses. Aucun d'eux ne connaît Romain ou Valérie.
Aucun d'eux ne connaît la famille qui pense que je suis au chômage. Aucun d'eux ne sait que la femme confiante et composée qui dirige les réunions du conseil est la même personne qui se fait moquer dans les groupes de discussion. J'ai construit des murs entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle, si hauts et si épais qu'ils pourraient aussi bien être des univers séparés, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, ces mondes s'étaient sur le point d'entrer en collision de la manière la plus spectaculaire possible. Et j'étais prête. À 13h45, je me tenais devant le miroir dans la salle de bain de mon bureau, ajustant mon blazer. Mon reflet me regardait, calme, composé, illisible. Je n'étais pas nerveuse. J'étais prête. J'ai marché jusqu'à la salle de conférence et j'ai pris ma place en bout de la longue table en verre. Jordan avait déjà disposé les documents de présentation, l'eau, les verres, les blocs-notes. Tout brillait. J'ai croisé les mains et j'ai attendu. À exactement 14 heures, la porte s'est ouverte. Jordan est entré en premier, sourire professionnel en place. Votre rendez-vous de 14 heures était là. Puis Valérie est arrivée. Elle a balayé la pièce comme si elle en était la propriétaire. Sac à main de créateur, robe ajustée, talons claquants sur le sol en marbre. La confiance rayonnait de chacun de ses mouvements. Derrière elle, Romain suivait, l'air mal à l'aise dans un costume qui ne lui allait pas tout à fait bien. Valérie ne m'a pas regardée. Pas vraiment. Ses yeux ont glissé sur moi comme on jetterait un coup d'œil à un meuble de bureau. Puis elle s'est arrêtée, a cligné des yeux. Son regard était revenu brusquement. Son expression est passée par la confusion, la reconnaissance, l'incrédulité. La couleur a quitté son visage. J'ai souri. « Bienvenue », ai-je dit d'un ton égal. « Je vous en prie, asseyez-vous. » La bouche de Romain s'est ouverte. Il s'est figé au milieu d'un pas, me fixant comme si je m'étais matérialisée de nulle part. « Émilie ?» Sa voix s'est brisée. « Tu travailles ici ?» J'ai incliné légèrement la tête. « Je dirige cette division. » Le silence s'est écrasé dans la pièce. Valérie a émis un son. Un bruit étouffé, étranglé, quelque part entre un halètement et un gémissement. Puis, comme si son corps ne pouvait contenir le choc, elle a poussé un cri. Pas fort, mais assez perçant pour que les têtes se tournent à l'extérieur des murs de verre. Jordan, toujours debout près de la porte, n'a même pas tressailli. Il travaillait avec moi depuis assez longtemps pour savoir quand rester silencieux. La main de Valérie a volé à sa bouche, ses yeux écarquillés et sauvages. Elle a regardé Romain, puis de nouveau moi, puis la plaque nominative devant mon siège. Émilie Delacroix, directrice du développement stratégique. « Oh mon Dieu !» a-t-elle chuchoté. J'ai fait un geste vers les chaises en face de moi. « On commence ?» Le silence s'est étiré assez longtemps pour devenir inconfortable. Valérie s'est finalement affaissée sur une chaise, son mouvement raide, mécanique. Romain s'est assis à côté d'elle, l'air de vouloir disparaître dans le sol. J'ai ouvert le dossier devant moi, calme et méthodique. Alors, l'agence Mercier cherche à étendre ses services de conseil. Vous avez soumis une proposition décrivant les besoins en infrastructure, le positionnement sur le marché et les projections de croissance pour les 3 prochaines années. Ma voix était stable, professionnelle. Valérie a hoché la tête, mais elle n'a pas parlé. Ses mains tremblaient alors qu'elle attrapait son propre dossier. Commençons par votre analyse de marché, ai-je continué. J'ai tourné à la page 3 de sa proposition et j'ai fait une pause. Vous avez projeté un taux de croissance de 15 % la première année. Pouvez-vous me guider à travers les données qui soutiennent cette estimation? Valérie s'est raclé la gorge, 1 fois, 2 fois. Oui, nous nous basons sur les tendances de l'industrie et... Quelle tendance de l'industrie spécifiquement? Elle a bafouillé. Le mouvement général à la hausse dans le conseil aux entreprises. Je me suis penchée en arrière dans ma chaise. Un mouvement général à la hausse n'est pas une donnée, Madame Delacroix. Avez-vous des rapports trimestriels, une analyse de la concurrence, des études de saturation du marché? Son visage a rougi. Nous en avons un peu. Un peu. Romaine a sauté dans la conversation, la voix trop forte. Écoute, Émilie, peut-être qu'on peut. J'ai levé une main, le coupant d'un regard. Monsieur Delacroix, je suppose que vous êtes ici en capacité de soutien. À moins que vous ne soyez listé comme représentant de l'agence Mercier, je vais devoir vous demander de laisser Madame Delacroix parler pour elle-même. Sa bouche s'est refermée net. Je me suis retournée vers Valérie.
Vos projections supposent également une concurrence minimale sur le marché, mais vous entrez dans un domaine avec au moins une douzaine de firmes établies. Comment comptez-vous vous différencier? Elle a balbutié une réponse. Quelque chose de vague sur le service personnalisé et les approches innovantes. C'était de la soupe de mots à la mode, vide, non justifiée. Je l'ai démontée pièce par pièce. Chaque question que j'ai posée exposait une autre lacune dans sa recherche. Chaque chiffre que j'ai contesté révélait une autre hypothèse négligente. Ce n'était pas personnel, c'était professionnel, mais l'effet était dévastateur. Au moment où nous avons atteint la section budget, Valérie avait l'air de vouloir pleurer. Vos coûts opérationnels sont sous-estimés d'au moins 30 ai-je dit, faisant glisser un tableur corrigé à travers la table. Et votre stratégie d'acquisition de clients n'a aucun plan d'urgence pour les fluctuations saisonnières. Valérie fixait les chiffres, ses lèvres pressées en une ligne fine. Romain a bougé sur sa chaise. Émilie? Allez, tu n'es pas obligée d'être aussi pointilleuse. J'ai croisé son regard. C'est une décision à plusieurs millions d'euros, Romain. La minutie n'est pas une option. Autour de la table, les membres de mon équipe ont échangé des regards. Ils savaient que c'était ma famille, mais personne n'a dit un mot. Nous avons pris une pause de 15 minutes. Valérie a pratiquement fui la pièce, Romain traînant derrière elle. Jordan s'est approché de moi tranquillement. « Ça va, mademoiselle Delacroix ?» J'ai hoché la tête. « Ça va. » C'était impressionnant. Je me suis autorisé un petit sourire. Je fais juste mon travail. Mais à l'intérieur, mon cœur battait la chamade. Quand ils sont revenus, Valérie avait remis du rouge à lèvres et arrangé ses cheveux, mais les fissures étaient toujours visibles. Elle s'est assise raidement, évitant mon regard. « On continue ?» ai-je demandé. Elle a hoché la tête. Je les ai guidés à travers le reste de la proposition, soulignant les faiblesses structurelles, les incohérences financières et les angles morts stratégiques. Ce n'était pas cruel, c'était honnête, et l'honnêteté, dans ce cas, était accablante. À la fin de la réunion, il était clair que l'agence Mercier n'était pas prête pour ce partenariat. J'ai fermé mon dossier et j'ai croisé les mains. Merci pour votre temps aujourd'hui. Mon équipe et moi allons tout examiner et fournir notre décision dans la semaine. Le visage de Valérie est devenu blême. Dans la semaine, protocole standard. Romain s'est penché en avant. Émilie, on peut parler en privé? J'ai gardé mon expression neutre. Si vous avez des questions sur la proposition, vous pouvez les soumettre via le canal officiel. Jordan vous fournira les coordonnées. Émilie. Mademoiselle Delacroix, ai-je corrigé doucement. Sa mâchoire s'est contractée. Je me suis levée, signalant la fin de la réunion. Jordan va vous raccompagner. Merci encore d'être venu. Valérie et Romain se sont levés lentement comme des gens s'éloignant d'un accident de voiture. Alors qu'ils atteignaient la porte, Valérie s'est retournée, ses yeux brillants de quelque chose entre la fureur et le désespoir. « Ce n'est pas fini », a-t-elle dit doucement. J'ai soutenu son regard sans faillir. « À titre professionnel, Madame Delacroix, ça l'est tout à fait. » Ils sont partis. La porte s'est refermée avec un clic, et pour la première fois depuis des années, j'ai senti le poids se lever. 3 jours plus tard, j'ai envoyé ma recommandation officielle à l'équipe exécutive. Refuser le partenariat. Ce n'était pas personnel. La proposition de Valérie était véritablement défectueuse, sous-financée, non recherchée, construite sur l'optimisme plutôt que sur la stratégie. N'importe quel directeur compétent serait arrivé à la même conclusion, mais je mentirais si je disais que ça ne faisait pas du bien. La décision a été approuvée en 1 heure. Ce soir-là, mon téléphone a explosé. D'abord, Romain. 7 appels manqués. Puis, ma mère. Qu'est-ce que tu as fait? Puis mon père. Il faut qu'on parle maintenant. Je les ai tous ignorés et je me suis versé un verre de vin. J'en étais à la moitié quand quelqu'un a commencé à marteler ma porte. J'ai soupiré, posé le verre et marché vers l'entrée. À travers l'œilleton, j'ai vu Romain, le visage rouge et furieux. J'ai ouvert la porte. « Tu te fous de moi ?» a-t-il crié avant que je puisse dire un mot. « Tu as coulé notre affaire parce que tu es jalouse. » Je me suis écartée. « Entre, Romain. Ne faisons pas ça dans le couloir. » Il est passé devant moi en trombe, faisant les 100 pas comme un animal en cage. « Tu as une idée de ce que tu viens de faire? » L'entreprise de Valérie comptait sur ce partenariat. On comptait dessus. J'ai fermé la porte et je me suis tournée pour lui faire face.
La proposition était inadéquate. Ce n'est pas une opinion. C'est un fait. Inadéquate. Il a ri amèrement. Tu es incroyable. Tu t'es caché tout ce temps, prétendant n'être personne, et ensuite tu débarques et tu nous détruis à la seconde où tu en as l'occasion. Je n'ai rien détruit, ai-je dit calmement. J'ai fait mon travail. Ton travail, sa voix s'est brisée. Ton travail, c'est d'humilier ta propre famille? Mon travail, ai-je dit, ma voix se durcissant, c'est de protéger mon entreprise des mauvais investissements, ce qui est exactement ce qu'était la proposition de Valérie. Il s'est approché, son visage à quelques centimètres du mien. Tu as toujours été comme ça, pensant toujours que tu es meilleur que tout le monde. J'ai soutenu son regard. Quand as-tu commencé à croire que je ne l'étais pas? Ça l'a arrêté. Sa bouche s'est ouverte, puis fermée. Pendant un moment, il a semblé perdu. Quand papa est tombé malade, ai-je dit, remplissant le silence. Où étais-tu, Romain? Quand j'avais 23 ans, assise dans une chambre d'hôpital, à prendre des décisions médicales que je n'étais pas prête à prendre. Où étais-tu? Ce n'est pas juste. Tu as raison. Ce n'est pas juste. Rien de tout ça n'était juste. Ma voix est restée calme, mais quelque chose de tranchant s'y est glissé. J'ai donné des années de ma vie et tu n'as rien donné. Tu n'as même pas dit merci. Le visage de Romain a rougi. Je ne t'ai pas demandé de faire ça. Non. Tu m'as juste laissé faire. Le silence entre nous semblait être une chose vivante. Finalement, il a secoué la tête. Ça n'a rien à voir avec papa. C'est toi qui es mesquine. J'ai failli rire. Mesquine, vraiment? Dis-moi, Romain, quand Valérie m'a traité de honte sur le groupe WhatsApp, m'as-tu défendu? Son expression a vacillé. Lui, as-tu dit que c'était cruel? As-tu dit à maman et papa d'arrêter de rire? Il a détourné le regard. Non, ai-je dit. Tu étais d'accord avec elle. Tu pensais que c'était pour le mieux. Je ne voulais pas dire. Tu le voulais. J'ai reculé, soudainement épuisé. Tu le voulais absolument. Romain est resté là, les poings serrés, respirant fort. Puis, sans un autre mot, il s'est tourné et est sorti. La porte a claqué derrière lui. Je suis restée dans le silence, fixant l'endroit où il s'était tenu. Puis, j'ai repris mon verre de vin et je suis retournée à la fenêtre. Le lendemain, mes parents ont appelé. J'ai laissé aller sur messagerie. Puis j'ai écouté. La voix de maman tendue et contrainte. « Émilie, on doit parler de ce qui s'est passé avec Romain et Valérie. Ça devient hors de contrôle. Rappelle-nous. » Je l'ai effacé. Papa a appelé 1 heure plus tard. J'ai laissé celui-là aller sur messagerie aussi. « Émilie. » Sa voix était bourrue, mal à l'aise. « Ta mère est bouleversée. Romain nous a dit ce que tu as fait. Je ne sais pas ce qui te prend, mais ça doit cesser. La famille passe avant tout. Appelle-moi. » J'ai effacé celui-là aussi, puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait avant. J'ai ouvert un texto pour eux deux et j'ai tapé. Je suis directrice au groupe stratégique H&D. Je le suis depuis 5 ans. Avant ça, j'ai passé 7 ans à construire ma carrière pendant que vous supposiez tous que je ne faisais rien. J'ai refusé la proposition de Valérie parce qu'elle était professionnellement bancale, pas à cause de rancune personnelle. Si vous voulez vérifier, vous pouvez me chercher, mais j'ai fini de me défendre auprès de gens qui n'ont jamais cru en moi pour commencer. J'ai joint une photo de la plaque de mon bureau, puis j'ai appuyé sur « Envoyer ». La réponse a été immédiate. 3 points apparaissant, disparaissant, apparaissant à nouveau, puis rien. Le silence s'est étiré pendant des heures. Pas d'appel, pas de texto, rien. C'était le silence, le plus long que j'ai jamais entendu d'eux. Et d'une certaine manière, ça faisait plus mal que les rires. 2 jours plus tard, les parents de Valérie s'en sont mêlés. Ils étaient riches, de la vieille bourgeoisie, le genre qui ouvre les portes avec des coups de fil au lieu de frapper. Et apparemment, ils avaient décidé d'utiliser ce pouvoir. J'ai reçu un appel de l'assistante de notre PDG. « Mademoiselle Delacroix, Monsieur Durand voudrait vous voir. » Mon estomac s'est noué. « Quand? » ?»« Maintenant, si possible. » Je suis entrée dans son bureau 5 minutes plus tard. Gérard Durand était un homme au début de la soixantaine, aux cheveux argentés et au regard perçant. Il a indiqué la chaise en face de son bureau. « Émilie, asseyez-vous. » Il s'est penché en arrière, les doigts joints. J'ai reçu un appel ce matin de Charles et Diane Mercier, les parents de Valérie.
Ils ont exprimé des inquiétudes concernant notre décision concernant le partenariat avec l'agence Mercier. J'ai gardé mon visage neutre. Quel genre d'inquiétude? Ils ont suggéré que des préjugés personnels pourraient avoir influencé votre recommandation. Ma mâchoire s'est contractée. Ce n'est pas le cas. Je sais. Il l'a dit simplement comme un fait. J'ai examiné votre analyse moi-même. Elle était approfondie, objective et correcte. La proposition de Mercier avait de graves défauts structurels. Le soulagement m'a envahi. Cependant, a-t-il continué, les Mercier sont influents. Ils ont clairement fait savoir qu'ils s'attendent à ce que nous reconsidérions. J'ai croisé son regard. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, l'intégrité n'est pas négociable. Un sourire fantôme a traversé son visage. J'espérais que vous diriez ça. Il s'est penché en avant. Je leur ai dit la même chose, en termes plus diplomatiques, bien sûr. Merci. Ne me remerciez pas encore. Son expression est devenue sérieuse. Ce n'est peut-être pas fini. Les gens comme les Mercier n'acceptent pas le non avec grâce. J'ai hoché la tête. Je comprends. Bien. Il s'est levé, signalant la fin de la réunion. Continuez à faire ce que vous faites, Émilie. Vous êtes l'une des meilleures directrices que nous ayons. J'ai quitté son bureau en me sentant plus légère. Mais le soulagement a été de courte durée car ce soir-là, Romain s'est présenté à nouveau. Et cette fois, il n'était pas seul. J'ai entendu frapper à 20h47, fort, insistant, le genre qui disait qu'il n'avait pas l'intention de partir. J'ai posé mon livre, bien que je n'aie pas absorbé un seul mot au cours de la dernière heure, et j'ai marché vers la porte. À travers l'œilleton, j'ai vu Romain et Valérie debout dans mon couloir. Ses bras étaient comme croisés serrés sur sa poitrine, son visage figé dans une rage à peine contrôlée. Romain avait l'air plus déterminé que je ne l'avais vu depuis des années. J'ai pris une respiration et j'ai ouvert la porte. « On doit parler », a dit Romain sans préambule. Je ne pense pas qu'il nous reste quoi que ce soit à dire. J'ai commencé à fermer la porte. Valérie a coincé sa chaussure coûteuse dans l'ouverture. « Tu as détruit ma carrière. » J'ai regardé son pied, puis j'ai lentement levé les yeux pour croiser les siens. J'ai refusé une proposition commerciale. « Ce n'est pas la même chose. Tu voulais te venger et tu l'as eu. » Sa voix tremblait de fureur. « Ce n'était pas une question de vengeance. »« Menteuse. Tu attendais ça. Tu attendais une chance de m'humilier devant tout le monde. » J'ai reculé et je leur ai fait signe d'entrer. Si vous comptez crier, au moins entrez pour que mes voisins n'appellent pas la sécurité. Ils sont entrés. Valérie a immédiatement commencé à faire les 100 pas sur mon parquet. Romain est resté près de la porte, les bras croisés défensivement. « Tu aurais pu approuver l'accord, » a dit Valérie, se tournant pour me faire face. « Tu aurais pu nous aider, mais au lieu de ça, tu as choisi de m'embarrasser devant toute ton équipe. » J'ai posé des questions légitimes sur une proposition défectueuse. Défectueuse, c'était assez bon pour que 3 autres firmes expriment un intérêt sérieux. Alors emmène-la à l'une d'elles. Sa mâchoire s'est contractée visiblement. On l'a fait. Ils ont tous passé après le rejet de H.E.D. Apparemment, ton opinion professionnelle a un poids significatif dans cette industrie. Je me suis assise sur mon canapé, soudainement épuisée. Valérie, je n'ai pas cherché à te blesser, mais je ne vais pas risquer des millions d'euros et ma réputation professionnelle sur une proposition qui ne répond pas à nos standards. N'importe quel directeur compétent serait arrivé à la même conclusion. Des standards impossibles que personne ne peut atteindre. Je veux dire, les normes de l'industrie, la diligence raisonnable de base, une étude de marché qui va au-delà des vœux pieux. Romain a pris la parole. On a compris. Tu as réussi maintenant. Tu l'as rendu très clair, mais devais-tu détruire Valérie au passage? J'ai regardé mon frère attentivement. Quand était-il devenu cette personne? Je n'ai détruit personne, ai-je dit doucement. J'ai évalué une proposition commerciale selon des normes professionnelles et je l'ai trouvée insuffisante. C'est mon travail. C'est pour ça qu'on me paie. C'est aussi pratique, a dit Valérie amèrement, que la femme que tu détestes est justement une mauvaise proposition. Je ne te déteste pas. Valérie a reniflé. Je me suis levée, ma patience atteignant enfin sa limite. Tu m'as traité de honte devant toute ma famille dans un groupe de discussion. Et ils ont tous ri, chacun d'eux. Alors non, je ne te déteste pas, mais je ne te dois rien non plus.
Pas mon jugement professionnel et certainement pas un partenariat de 3 millions pour lequel ton entreprise n'était même pas prête de loin. Le visage de Valérie s'est chiffonné un instant, montrant quelque chose de vulnérable sous toute cette colère. Puis elle a redressé les épaules et a levé le menton par défi. Ce n'est pas fini, Émilie. Tu penses avoir gagné, mais tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Quelque chose dans son ton, froid, certain, presque menaçant, a fait se hérisser ma peau d'un avertissement. Oh, qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Elle a souri. Ce n'était pas un sourire agréable. Tu verras bien assez tôt. Puis elle s'est tournée brusquement et est sortie. Romain l'a suivie sans un autre mot, sans même un regard en arrière. La porte s'est refermée avec un clic final. Je suis restée seule dans le silence soudain de mon appartement. Ce picotement de malaise grandissant et se propageant dans ma poitrine, se transformant en quelque chose de froid et de certain. Quoi que Valérie planifiait, ce n'allait pas être une simple dispute familiale ou juste une autre confrontation colérique. Ça allait dégénérer en quelque chose de bien pire. On a frappé à 20h30 un jeudi soir. J'ai mis mon livre de côté et j'ai marché vers la porte, sachant déjà qui j'allais trouver. Romain se tenait dans le couloir avec Valérie, le visage pâle et tiré, le mascara bavant sous des yeux cernés de rouge. « On doit parler », a dit Romain. Je me suis écartée. 5 minutes. Ils sont entrés comme des condamnés approchant d'une sentence. Les mains de Valérie se tordaient ensemble. Romain ne croisait pas mon regard. J'ai croisé les bras. « Qu'est-ce que vous voulez ?»« Je suis désolée, » a chuchoté Valérie. « Je suis désolée pour ce que j'ai dit dans le groupe. Pour tout, j'avais tort à ton sujet. » Ça sonnait répété. « D'accord, » ai-je dit platement. Romain a fait un pas en avant. « Émilie, s'il te plaît. L'entreprise de Valérie a de vrais problèmes. S'ils n'obtiennent pas ce partenariat, ils coulent. Ce n'est pas mon problème. C'est la famille. » Sa voix est montée. Ça ne signifiait rien, je l'ai fixé. « La famille? Comme quand vous avez tous ri de moi dans ce groupe? Comme quand papa était en convalescence et que tu étais en Italie? Ce genre de famille. » Valérie a tressailli. « Je ne fais pas ça pour vous blesser, » ai-je dit. « Mais je ne peux pas approuver un partenariat qui endommagerait mon entreprise juste parce qu'on était de la même famille. Il doit y avoir quelque chose. Il n'y a rien. » Ils sont partis 10 minutes plus tard. Valérie pleurait. Romain, silencieux et furieux. Je pensais que ce serait la fin. J'avais tort. L'appel est arrivé 3 jours plus tard à 7h du matin. « Émilie, j'ai besoin de toi dans mon bureau. Maintenant, » a dit Durand, la voix coupée. Mon estomac a chuté. Qu'est-ce que c'est qui ne va pas? Vienne juste. 20 minutes plus tard, je suis entrée dans son bureau pour trouver 3 membres seniors du conseil qui attendaient. « Assieds-toi, » a dit Durand. Il a fait glisser un dossier sur le bureau. À l'intérieur se trouvaient des journaux de sécurité montrant mon nom attaché à une demande d'accès aux données pour des fichiers confidentiels à 2h47 du matin il y a 2 nuits. Mon sang s'est glacé. « Je n'ai pas fait ça, » ai-je dit immédiatement. « Nous savons, » a dit Durand, « mais quelqu'un a utilisé tes identifiants. » J'ai scanné les journaux. L'ID du terminal semblait familier. Puis ça m'a frappé, l'appareil de Romain d'il y a des mois quand je l'avais laissé utiliser mon ordinateur portable. « Oh mon Dieu !» ai-je chuchoté. Patricia Cohen, notre directrice juridique, s'est penchée en avant. « Mademoiselle Delacroix, c'est sérieux. Jusqu'à ce qu'on vérifie que vous n'étiez pas impliquée, nous avons un problème. » « Combien de temps j'ai? »« 48 heures pour prouver votre innocence, » a-t-elle dit. « Dit. Sinon, nous devrons vous suspendre. » 10 ans de travail immaculé, potentiellement partis à cause de Romain. « Je trouverai la preuve, » ai-je dit. J'ai quitté le bâtiment dans un état second. Marc, mon chauffeur, a jeté un coup d'œil à mon visage et n'a pas posé de questions. Il a juste ouvert la portière de la voiture et m'a reconduite chez moi en silence. De retour dans mon appartement, je faisais les 100 pas comme un animal en cage, mon esprit parcourant les options. J'avais besoin de la preuve que Romain avait fait ça sans ma connaissance ou mon consentement. Mais comment? L'accès provenait d'un appareil que j'avais autorisé. N'importe quel avocat soutiendrait que j'étais complice. J'ai fouillé mes fichiers, cherchant n'importe quoi qui pourrait aider. Journaux d'email, entrées de calendrier, n'importe quoi prouvant que je ne connaissais pas les plans de Romain. J'ai trouvé les journaux du réseau invité montrant quand j'avais enregistré son appareil.
J'ai trouvé mes journaux de travail montrant que je travaillais activement depuis chez moi au moment exact de la tentative de brèche. C'était circonstanciel, mais c'était quelque chose. Puis mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu, un SMS avec un fichier joint. Mon doigt a plané au-dessus. Les numéros inconnus ne signifiaient jamais rien de bon, mais je l'ai ouvert quand même. Le fichier était un enregistrement audio. J'ai appuyé sur lecture et la voix de Romain a rempli mon appartement silencieux. Si on peut accéder à son système, on peut faire croire que c'est elle qui a merdé. Semer juste assez de doute pour que sa firme doive reconsidérer notre proposition. La voix de Valérie incertaine. Romain, je ne sais pas. Si on se fait prendre. On ne se fera pas prendre. Romain a coupé. J'ai toujours l'accès depuis cet appareil qu'elle m'a laissé utiliser il y a des mois. Elle ne se déconnecte jamais de rien. Elle me fait confiance. Ça semble mal. Elle a détruit notre avenir. La voix de Romain est montée, en colère. Elle s'est assise là dans cette salle de conférence et t'a humilié. Nous a humiliés. Elle mérite ça, Valérie. Elle a tout eu sur un plateau et elle nous a jetés comme si nous n'étions rien. Mais si. Ah, pas de si. On fait ça. On crée assez de chaos pour qu'ils doivent nous donner une autre chance. C'est la seule façon. L'enregistrement s'est terminé. Je l'ai rejoué, puis une troisième fois. Mes mains tremblaient, c'était si fort que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Quelqu'un avait enregistré Romain et Valérie en train de planifier de me saboter. Quelqu'un me l'avait envoyé anonymement. Qui? Pourquoi? Je n'avais pas le temps de comprendre. J'ai transféré le fichier à mon avocate personnelle, Caroline, avec un message. Est-ce admissible comme preuve? Sa réponse est venue 20 minutes plus tard. Oui. Et ce qu'il y a sur cet enregistrement constitue un cybercrime de niveau délit grave. Fraude informatique, tentative de vol de données, complot. Émilie, c'est sérieux. Que veux-tu faire? J'ai fixé son message pendant un long moment. Qu'est-ce que je voulais? Je voulais crier. Je voulais pleurer. Je voulais confronter Romain et lui demander comment il avait pu me faire ça. Mais plus que tout, je voulais récupérer ma vie. Je n'ai pas envoyé l'enregistrement à Durand immédiatement. J'aurais dû. Ça aurait blanchi mon nom instantanément, levé tout doute, restauré ma réputation. Mais quelque chose m'a retenu. Peut-être le choc. Peut-être la partie de moi qui ne pouvait toujours pas croire que mon propre frère avait essayé de me détruire. Ou peut-être que je voulais juste être stratégique. J'ai appelé Caroline et lui ai demandé de me rencontrer le lendemain matin. Nous devions gérer ça avec soin, avec précision. Un faux mouvement, et ça pourrait exploser de manière imprévisible. Pendant que je planifiais mes prochaines étapes, Romain et Valérie faisaient les leurs. L'appel de ma mère est arrivé ce soir-là, sa voix perçante d'accusation. « Émilie Marie Delacroix, qu'est-ce qui te prend? » J'ai fermé les yeux. « Allô, maman? Romain vient de nous dire ce que tu fais. Comment as-tu pu? Comment as-tu pu essayer de piéger ton propre frère pour quelque chose que tu as fait? » Ma mâchoire est tombée. « Quoi? Ne joue pas à l'innocente avec moi. » Sa voix était montée plus haut. Il nous a tout dit. Comment tu essaies de lui coller une brèche informatique sur le dos parce que ton entreprise enquête sur toi? Comment tu l'utilises comme bouc émissaire parce que tu ne peux pas gérer les conséquences de tes propres actions? J'ai failli rire. L'audace était à couper le souffle. Maman, ce n'est pas ce qui s'est passé. Je ne veux pas entendre tes excuses. Tu as toujours été jalouse de Romain, mais ça dépasse les bornes. C'est vindicatif et cruel, et je ne t'ai pas élevée pour être cette personne. Tu ne m'as pas élevée du tout, ai-je dit doucement. La ligne est devenue silencieuse. Qu'est-ce que tu m'as dit? J'ai dit que tu ne m'as pas élevée. Je me suis élevée toute seule. Pendant que Romain vivait sa meilleure vie, c'était moi qui étais assise dans les chambres d'hôpital avec papa. C'était moi qui m'assurais qu'il prenait ses médicaments, allait à ses rendez-vous, avec quelqu'un à qui parler. Où étais-tu, maman? Où était Romain? Ce n'est pas juste. C'est complètement juste. Et maintenant, Romain essaye de détruire ma carrière parce qu'il ne peut pas gérer ses propres échecs. Et tu me blâmes sans même demander ma version de l'histoire. Émilie, j'en ai fini. Maman, j'en ai fini de m'expliquer à des gens qui ont déjà décidé que je suis la méchante. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient à nouveau. Je me suis assise sur le canapé et j'ai enroulé mes bras autour de moi, ayant soudain très froid.
Pour la première fois depuis des années, je me suis laissée pleurer. Le lendemain matin, j'ai rencontré Caroline dans un café à 3 rues de mon bureau. Elle était déjà là quand je suis arrivée, un dossier ouvert devant elle. Caroline était une femme vive dans la quarantaine, aux cheveux gris acier coupés au carré et aux yeux à qui rien n'échappait. « J'ai écouté l'enregistrement 5 fois », a-t-elle dit sans préambule. « Vérifié avec un expert en criminalistique audio. C'est authentique, et tu as tout ce qu'il te faut pour blanchir ton nom et envoyer ton frère en prison. » Elle a fait glisser un document sur la table. Ceci décrit les charges potentielles. Accès informatique non autorisé, tentative de vol de données, fraude, complot. Si le procureur décide de poursuivre, Romain risque une peine sérieuse. J'ai fixé le document. Et Valérie, complicité? Elle pourrait faire face à des accusations aussi, mais Romain est l'acteur principal ici. J'ai pris une gorgée de café, gagnant du temps pour réfléchir. Qu'est-ce qui se passe si j'utilise ça pour blanchir mon nom, mais que je ne porte pas plainte? Caroline s'est penchée en arrière, m'étudiant. Alors tu protèges ta carrière, restaures ta réputation, et ton frère vit avec la connaissance que tu pourrais le détruire à tout moment. C'est un levier. Est-ce que ce que tu fais? Je ne suis pas toi, Émilie, mais si tu veux mon avis professionnel, oui. Blanchis ton nom d'abord. Décide des poursuites pénales plus tard. Donne-toi des options. J'ai hoché la tête lentement. Oh, d'accord, faisons ça. Il y a autre chose que tu devrais savoir. Caroline a sorti son téléphone et m'a montré une alerte info. L'agence Mercier a déposé le bilan ce matin. L'entreprise de Valérie est officiellement finie. J'ai lu le titre 2 fois, ressentant un étrange vide. J'avais gagné, mais ça ne ressemblait pas à une victoire. 1 heure plus tard, je suis entrée dans le bureau de Durand avec Caroline à mes côtés. Patricia Cohen et les autres membres du conseil étaient déjà assemblés. Ils avaient l'air tendus, inquiets, s'attendant probablement à ce que j'arrive les mains vides, prête à être suspendue. J'ai posé un dossier sur le bureau de Durand. Ceci est le journal d'enregistrement de l'appareil montrant quand mon frère a accédé à mon réseau. J'ai dit, ma voix calme et professionnelle. Ceci est la corrélation temporelle entre sa visite à mon appartement et le moment où l'appareil a été enregistré pour la première fois. Et ceci. J'ai posé mon téléphone sur la table et appuyé sur lecture. La voix de Romain a rempli le bureau. Si on peut accéder à son système, on peut faire croire que c'est elle qui a merdé. L'enregistrement a joué jusqu'au bout. Personne n'a parlé. Personne n'a bougé. Quand il s'est terminé, le silence était absolu. Le visage de Patricia Cohen était devenu blême. Le responsable de la sécurité avait l'air furieux. Une autre prenait des notes rapides sur sa tablette. Durand s'est rassis lourdement dans sa chaise. Son expression un mélange de soulagement et de colère. « Où avez-vous eu ça ?» a-t-il demandé doucement. Ça m'a été envoyé anonymement hier. Mon avocate a vérifié son authenticité. Patricia s'est tournée vers Caroline. « Poursuivez-vous pénalement les individus dans cet enregistrement ?» Caroline m'a regardée. La question était à moi de répondre. Tout le monde attendait. J'ai pris une lente inspiration, sentant le poids du moment. « Non », ai-je dit finalement. « Je ne porte pas plainte. » La surprise a traversé la pièce, mais j'ai continué. Je veux une documentation formelle indiquant que j'ai été complètement disculpée de tout acte répréhensible. Je veux une confirmation écrite du Conseil que ma réputation professionnelle est intacte et je veux l'assurance que cet incident n'impactera pas ma position ou mes futures opportunités au sein de cette entreprise. « Fait », a dit Durand immédiatement. « Tout ça. Vous avez ma parole. » Patricia a hoché la tête. « Je rédigerai la documentation moi-même. Vous l'aurez d'ici la fin de la journée. »« Merci », ai-je dit doucement en me levant pour partir. Durand m'a appelé. « Émilie. » Je me suis retournée. « Vous êtes une meilleure personne que la plupart ne le seraient dans cette situation. » Son expression était sincère. « Vous valez mieux qu'eux. » Je ne savais pas comment répondre à ça, alors j'ai juste hoché la tête et je suis partie. Je n'ai pas parlé de l'enregistrement à ma famille tout de suite. Au lieu de cela, j'ai passé 2 jours à réfléchir, à traiter, à décider ce que je voulais réellement de tout ça. La vengeance, la justice, des excuses. Rien de tout cela ne semblait juste. Ce que je voulais, c'était tourner la page et peut-être, si j'avais de la chance, un chemin vers l'avant. Alors,
j'ai envoyé un texto de groupe à mes parents, Romain et Valérie. On doit parler, tous, samedi 14h. Le train bleu, salon privé, soyez là. Romain a répondu immédiatement. Émilie, s'il te plaît, on peut t'expliquer. Je n'ai pas répondu. Samedi est arrivé gris et pluvieux. Je suis arrivée au restaurant tôt et j'ai attendu dans la salle à manger privée, regardant la pluie strier les fenêtres. Mes parents sont arrivés en premier. Papa avait l'air fatigué, plus vieux que dans mes souvenirs. Le visage de maman était tendu par l'anxiété. Puis sont venus Romain et Valérie. Ils avaient tous les deux l'air de n'avoir pas dormi depuis des jours. Les vêtements de marque de Valérie pendaient sur elle. Les yeux de Romain étaient cernés de rouge. J'étais la seule qui avait l'air présentable. Je me suis assise au bout de la table et j'ai attendu que tout le monde s'installe. « Merci d'être venu », ai-je dit doucement. Maman a ouvert la bouche pour parler, mais j'ai levé une main. « S'il vous plaît, laissez-moi finir d'abord. » Elle a fermé la bouche. J'ai regardé Romain. « Tu as utilisé mes identifiants réseau pour essayer de saboter ma carrière? Tu as tenté de voler des données confidentielles et de me piéger pour un crime que je n'ai pas commis. J'ai la preuve. » Un enregistrement de toi et Valérie planifiant tout le truc. Le visage de Romain est devenu blanc. Valérie a émis un petit son étouffé. Mes parents fixaient, figés. J'aurais pu remettre cet enregistrement à la police. Ai-je continué. Mon avocate dit que tu risquerais des accusations criminelles graves. De la prison. Mais je ne l'ai pas fait. Les épaules de Romain se sont affaissées de soulagement. Un soulagement prématuré, désespéré. Cependant, ai-je dit, ma voix se durcissant, j'ai aussi fini d'être le punching ball de la famille. Fini d'être celle que vous appelez quand c'est pratique et dont vous vous moquez quand ça ne l'est pas. Fini d'être invisible jusqu'à ce que vous ayez besoin de quelque chose. J'ai appuyé sur lecture sur mon téléphone. L'enregistrement a rempli la pièce. La voix de Romain, les réponses incertaines de Valérie, la façon désinvolte dont il parlait de détruire ma carrière. Ma mère a couvert sa bouche, des larmes coulant sur son visage. L'expression de mon père est passée de la confusion à l'horreur, puis à la rage. Quand l'enregistrement s'est terminé, le silence dans la pièce ressemblait à une présence physique. Papa s'est tourné vers Romain, la voix tremblante d'une fureur à peine contrôlée. « Comment as-tu pu faire ça? À ta sœur? » Romain fixait la table, ses mains serrées si fort que ses jointures étaient même devenues blanches. Il a ouvert la bouche, l'a fermée, puis l'a ouverte à nouveau. Je ne sais pas. J'étais en colère, désespérée. J'avais l'impression que tout s'effondrait et Émilie avait toutes les réponses, tout le succès, et elle ne voulait pas nous aider. Alors, tu as essayé de la détruire? La voix de papa est montée. Tu as essayé de piéger ta propre sœur pour un crime? Je ne pensais pas clairement. Ce n'est pas suffisant. Papa a frappé du poing sur la table, faisant sursauter tout le monde. Je ne l'avais jamais vu aussi en colère. Émilie a sacrifié des années de sa vie pour s'occuper de moi pendant que tu vivais la tienne. Et c'est comme ça que tu la rembourses? Le visage de Romain s'est chiffonné. Je sais, papa, je sais. Valérie a finalement rompu le silence, la voix petite et brisée. Je lui ai dit que c'était mal. Je l'ai fait, mais j'ai suivi quand même. Elle m'a regardée, les larmes coulant librement. J'ai été tellement jalouse de toi, Émilie, pendant des années, même avant de savoir qui tu étais vraiment. Tu as cette force tranquille, cette assurance. Tu n'as besoin de l'approbation de personne. Et j'ai passé toute ma vie à chasser la validation de tout le monde. Mes parents, mes collègues, des inconnus sur les réseaux sociaux. Ça n'excuse pas ce que tu as fait, ai-je dit. Ma voix s'est calmée malgré l'émotion qui bouillonnait en moi. Je sais que rien ne l'excuse, mais j'ai besoin que tu comprennes. Quand j'ai découvert la vérité sur ta carrière, ça m'a complètement brisée. Tout ce sur quoi j'avais construit mon identité était un mensonge. Je n'étais pas meilleure que toi. Je n'avais jamais été meilleure que toi. Et au lieu d'être heureuse pour toi, au lieu de célébrer ton succès, je me suis sentie menacée, petite, comme une fraude. Elle a essuyé ses yeux, le mascara striant ses joues. Ce message dans le groupe t'appelant une honte. C'était moi projetant toutes mes propres insécurités sur toi. Parce que si je pouvais te rendre plus petite aux yeux de tous les autres, peut-être que je ne me sentirais pas si inadéquate. J'ai absorbé ces mots, ressentant un étrange mélange de colère et de pitié.
Maman a pris la parole alors, la voix tremblante. « Émilie, nous avons été des parents terribles pour toi. » Je l'ai regardée, vraiment regardée. Elle semblait avoir vieilli de 10 ans ces dernières semaines. Quand Romain nous a appelés et a dit que tu essayais de le piéger, on ne l'a pas remis en question, a-t-elle continué. On l'a juste cru parce qu'en cours de route, on a arrêté de te voir clairement. On a fait des suppositions sur qui tu étais et de quoi tu étais capable, et on n'a jamais pris la peine de regarder plus profondément. Vous ne vouliez pas regarder plus profondément, ai-je dit doucement, parce qu'il était plus facile de croire que j'étais le problème. Plus facile de supposer que j'avais échoué plutôt que réussi. Plus facile de penser que j'étais au chômage et à la dérive que de reconnaître que peut-être, juste peut-être, j'avais construit quelque chose que vous ne pouviez pas voir. La voix de papa s'est brisée. Quand sommes-nous devenus ces gens? Je ne sais pas, papa, mais vous l'êtes devenus. Maman a tendu la main vers la mienne à travers la table. Je me suis reculée, pas cruellement, mais fermement. Je ne suis pas encore prête pour ça, ai-je dit. Je n'ai pas besoin d'excuses, ai-je dit. J'ai besoin de changement, de vrais changements. Le silence est tombé sur la table comme un poids. Je ne porte pas plainte, ai-je dit finalement. Mais j'ai aussi fini d'être la personne sur qui vous vous déchargez quand la vie devient dure. Si vous me voulez dans votre vie, ce sera sur un pied d'égalité, respect, honnêteté, plus de moquerie dans le groupe de discussion, plus de suppositions. Papa a hoché la tête lentement, les larmes aux yeux. Tu as raison, tu as toujours eu raison, et nous avons été trop aveugles pour le voir. Romain a finalement levé les yeux, le visage mouillé de larmes. Je suis tellement désolée, Émilie, je sais que ça n'arrange rien. Je sais que j'ai été un frère terrible. J'ai laissé ma jalousie et mon insécurité me transformer en quelqu'un que je ne reconnais pas. Oui, ai-je dit simplement. Tu l'as fait. Il a tressailli. Mais tu es toujours mon frère, ai-je ajouté plus doucement maintenant. Et si tu veux sincèrement changer, si tu veux être meilleur, alors je te donnerai la chance. Une chance. Il a hoché la tête, incapable de parler. Je me suis levée. Je pars maintenant. Si vous voulez reconstruire cette famille, vous savez où me trouver. Mais je ne vous cours plus après. Le choix vous appartient. Je suis sortie du restaurant sans me retourner. 3 semaines en sont passées. Je me suis jetée dans le travail, repoussant le drame familial au fond de mon esprit. Mon nom blanchi avait été formellement documenté. Ma réputation était intacte. La vie est revenue à la normale. Puis Durand m'a appelé dans son bureau à nouveau. Cette fois, quand je suis entrée, il souriait. « Émilie, asseyez-vous. Le conseil s'est réuni hier, » a-t-il dit en se penchant en arrière. Nous discutions de notre structure exécutive. L'entreprise s'agrandit et nous avons besoin d'un leadership fort au niveau de la vice-présidence. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Nous aimerions vous offrir le poste de vice-présidente du développement stratégique. Les mots sont restés suspendus dans l'air. Vice-présidente. J'avais rêvé de ça, travaillé pour ça pendant des années. La promotion s'accompagne d'une augmentation de salaire significative, d'options d'achat d'actions et d'un siège à la table exécutive. Durand a continué. Vous l'avez plus que mérité, Émilie, ce qui s'est passé avec votre famille. La façon dont vous avez géré cette situation avec intégrité et professionnalisme, ça n'a fait que confirmer ce que nous savions déjà. Vous êtes exactement le genre de leader dont cette entreprise a besoin. Je l'ai fixé, momentanément incapable de parler. Alors, a-t-il encouragé en souriant. Qu'en dites-vous, vous? J'accepte, ai-je dit, la voix stable malgré l'émotion qui montait dans ma poitrine. Merci, je ne vous décevrai pas. Je sais que vous ne le ferez pas. La cérémonie de promotion a eu lieu 2 semaines plus tard dans la salle de conférence principale de l'entreprise. Elle a été délibérément gardée petite, juste la haute direction, les membres du conseil qui m'avaient soutenu et mon équipe immédiate. La salle avait été décorée simplement mais élégamment, fleurs blanches, éclairage doux, un podium avec le logo de l'entreprise rétroéclairé contre le mur. Je me suis tenue à ce podium et j'ai regardé les visages qui me regardaient. Jordan, mon assistant, qui était avec moi depuis que j'étais analyste junior, était assis au premier rang. Ses yeux étaient légèrement rouges. Je soupçonnais qu'il avait pleuré pendant le discours d'introduction de Durand. Patricia Cohen était assise à côté de lui, la femme qui m'avait interrogée pendant l'enquête, mais qui avait aussi été la première à rédiger mes papiers de disculpation. Elle m'a fait un petit signe de tête approbateur.
Le responsable de la sécurité et celle de la gestion des risques étaient là aussi, ceux qui avaient aidé à découvrir la vérité. Et tout au fond de la salle, partiellement cachés derrière une colonne décorative, se tenaient mes parents. Je ne les avais pas invités. Je ne leur avais pas du tout parlé de cet événement. Mais d'une manière ou d'une autre, probablement par Jordan, qui avait toujours eu le cœur trop tendre, il l'avait découvert. Papa portait son beau costume, le bleu marine qu'il gardait pour les mariages et les enterrements. Maman portait une robe que je n'avais jamais vue avant, quelque chose d'élégant et discret. Ils avaient tous les deux l'air nerveux, pleins d'espoir, pas à leur place. J'ai pris une respiration et j'ai commencé mon discours. Il y a 3 mois, ai-je dit, ma voix portant clairement à travers la salle. J'étais assise dans un bureau très semblable à celui-ci, et on m'a dit que j'avais 48 heures pour prouver mon innocence. Que quelqu'un avait essayé de détruire ma carrière, ma réputation, tout ce que j'avais passé une décennie à construire. Quelqu'un en qui j'avais confiance. Quelqu'un qui aurait dû me protéger. La salle était absolument silencieuse. On aurait pu entendre une mouche voler. À ce moment-là, j'avais un choix. J'aurais pu laisser la colère me guider. J'aurais pu chercher à me venger, brûler tous les ponts, m'assurer que toutes les personnes impliquées paient le prix le plus élevé possible que la loi permettait. J'ai fait une pause, laissant les mots s'imprégner. Mais je ne l'ai pas fait parce que j'ai appris quelque chose d'important au cours de ces 10 dernières années. Le succès ne consiste pas à prouver que les gens ont tort. Il s'agit de se prouver à soi-même qu'on a raison. Jordan pleurait définitivement maintenant, n'essayant même pas de le cacher. Même Patricia avait l'air émue, son expression normalement sévère s'adoucissant. Il s'agit de connaître sa propre valeur même quand personne d'autre ne la connaît. Il s'agit de se construire même quand les autres essaient de vous démolir. Il s'agit d'intégrité, pas parce que c'est facile ou pratique, mais parce que c'est qui vous choisissez d'être quand tout le reste s'effondre autour de vous. Mes yeux ont trouvé mes parents au fond. La main de maman était pressée sur sa bouche, des larmes coulant déjà sur son visage. La mâchoire de papa était serrée, combattant l'émotion comme les hommes de sa génération le faisaient toujours. Il semblait plus petit, d'une certaine manière, plus vieux, rempli de regrets et de fierté dans une égale mesure. Le titre sur ma porte a changé. J'ai continué, la voix forte et claire. Mais la personne que je suis n'a pas changé. Je suis toujours la même femme qui s'asseyait dans les chambres d'hôpital à prendre des décisions médicales pour lesquelles je n'étais pas prête. La même femme qui a travaillé tard le soir et tôt le matin pour passer d'analyste à directrice. La femme qui a choisi le caractère plutôt que la commodité à chaque fois. Et je porterai cette même intégrité dans ce nouveau rôle. J'ai regardé Durand et les membres du conseil. Merci de croire en moi. Merci de me donner la chance de faire mes preuves. Je ne vous décevrai pas. La salle a éclaté en applaudissements. Les gens se sont levés. Jordan sanglotait ouvertement. Patricia a en fait souri, un vrai sourire chaleureux que je n'avais jamais vu d'elle auparavant. Et au fond, mes parents se sont levés aussi, applaudissant avec tout le monde, des larmes coulant sur leurs 2 visages. Après la cérémonie, les gens sont venus me féliciter. Jordan m'a serré si fort que je pouvais à peine respirer. Patricia m'a serré la main fermement et a dit « Vous avez mérité chaque parcelle de ceci, Émilie. » Puis la foule s'est écartée et ma mère s'est approchée. Elle bougeait avec hésitation, comme quelqu'un approchant un animal sauvage qui pourrait s'enfuir. Papa est resté en retrait de quelques pas, lui laissant de l'espace. « Émilie. » Sa voix était douce, presque révérencieuse. « C'était magnifique. Tu étais magnifique. Merci. Nous sommes si fiers de toi. » Elle a fait une pause, les yeux brillants. « On aurait dû dire ça il y a des années. On aurait dû te voir. Vraiment te voir il y a des années. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Les rides autour de ses yeux semblaient m'être plus profondes. Ses mains tremblaient légèrement. Elle semblait plus vieille, plus fragile, humaine d'une manière que je n'avais jamais vraiment remarquée avant. Vous auriez dû, ai-je convenu, pas méchamment. Nous ne t'avons pas élevé, a-t-elle dit, la voix se brisant. Pas vraiment. Nous étions là physiquement, mais nous n'avons pas nourri ce que tu devenais. Nous n'avons pas vu ta force, ton intelligence, ton incroyable capacité d'endurance et de grâce. Tu t'es élevée toi-même, Émilie. Tu es devenue cette femme extraordinaire toute seule. C'était la chose la plus vraie qu'elle m'ait jamais dite. Je l'ai fait, ai-je dit.
Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas recommencer, si c'est ce que vous voulez. » L'espoir a vacillé sur son visage comme une flamme de bougie dans l'obscurité. « Vraiment? Tu nous donnerais cette chance? »« À mes conditions, » ai-je dit fermement. « Plus de suppositions, plus de rejets, plus de croire Romain plutôt que moi sans demander ma version. Respect égal, vraie communication, vrai effort. » Elle a hoché la tête rapidement, avidement. « Oui, bien sûr. Tout ce dont tu as besoin, tout ce que tu veux. » Papa s'est avancé alors, et j'ai vu qu'il avait pleuré aussi. Ses yeux étaient rouges, son visage taché. « On fera mieux, Émilie, » a-t-il dit, la voix épaisse d'émotion. « Je te jure, on fera mieux. » Je ne sais pas comment on a perdu de vue qui tu étais, mais on l'a fait, et je suis plus désolée que je ne peux le dire. Je sais, papa, je méritais mieux de vous. Je méritais mieux de vous tous, et surtout de moi. Il a secoué la tête. Quand tu t'occupais de moi après l'AVC, je te voyais. Je voyais à quel point tu étais forte, à quel point tu étais capable. Mais ensuite, j'ai guéri et je suis juste retombée dans les vieux schémas. J'ai laissé ta mère et Romain influencer la façon dont je te voyais. J'ai arrêté de te défendre, arrêté de croire en toi, et c'est impardonnable. Ce n'est pas impardonnable, ai-je dit doucement. Mais ça prendra du temps à réparer. Je comprends, on prendra tout le temps dont tu as besoin. Je voulais les croire, j'ai choisi d'essayer. Plus tard cette nuit-là, je me tenais seule dans mon nouveau bureau. L'espace était superbe, plus grand que mon ancien, avec des fenêtres du sol au plafond, offrant une vue panoramique sur l'horizon de la ville. Les lumières de Paris scintillaient comme des étoiles terrestres, s'étendant à l'infini dans toutes les directions. Je pouvais voir la Seine serpenter à travers la ville. Les ponts s'illuminaient comme des colliers de lumière reliant une rive à l'autre. Le bureau lui-même était minimaliste, mais élégant. Un bureau en verre parfaitement propre. Des chaises en cuir pour les visiteurs. Des étagères intégrées attendant d'être remplies de ma collection de textes de stratégie et de revues d'affaires. Et sur le buffet derrière le bureau, une petite photo que j'avais apportée de chez moi. L'une des rares photos que j'avais de papa avant son AVC souriant lors d'un barbecue familial il y a des années, quand les choses étaient plus simples. Mon téléphone a vibré, me tirant de mes pensées. Un texto de Romain. Je commence une thérapie. Je veux être meilleure. Je sais que je ne mérite pas une autre chance. Mais si tu es prête à parler un jour, je suis là. Je vais travailler sur moi-même. Vraiment travailler. Pas pour toi, ou maman, ou papa. Pour moi, parce que j'ai besoin de redevenir quelqu'un que je peux respecter à nouveau. J'ai fixé le message pendant un long moment, mon pouce planant au-dessus du clavier. Une partie de moi voulait l'effacer, bloquer son numéro et passer à autre chose. Mais une autre partie, la partie qui se souvenait avoir construit des forts en couverture avec lui quand nous étions enfants, qui se souvenait qu'il m'avait appris à faire du vélo. Cette partie ne pouvait pas tout à fait lâcher prise. Finalement, j'ai tapé une étape à la fois. Ce n'était pas le pardon. Pas encore. Peut-être jamais, mais c'était une reconnaissance. La reconnaissance que les gens peuvent changer s'ils le veulent sincèrement. Que la guérison ne se produit pas du jour au lendemain, mais qu'elle peut se produire progressivement si les deux personnes sont prêtes à essayer. J'ai posé le téléphone et je suis retournée à la fenêtre, regardant la ville. La plaque sur la porte de mon bureau attrapait la lumière du couloir. Émilie Delacroix, vice-présidente, développement stratégique. J'ai pensé à la fille que j'étais. Celle qui s'asseyait dans les salles d'attente d'hôpital, épuisée et effrayée, se demandant si elle aurait un jour une vie à elle. Celle qui s'était éloignée des opportunités de grandes écoles pour s'occuper de la famille, qui se moquerait plus tard d'elle pour ça. Celle qui s'était construite en silence parce qu'elle avait appris tôt que les explications ne valaient pas l'énergie. Cette fille avait été forte d'une manière qu'elle ne réalisait même pas à l'époque. Et elle était devenue cette femme debout dans un bureau d'angle au 30e étage, respectée par ses collègues, ayant la confiance de la direction, voyant enfin sa propre valeur se refléter sur elle. J'avais eu besoin de la validation de ma famille pour arriver ici, mais j'avais eu besoin de leur trahison pour arrêter enfin de la chercher. J'ai éteint les lumières du bureau et j'ai marché vers l'ascenseur, mes talons claquant rythmiquement contre le sol en marbre poli. Le son a résonné dans le couloir vide. Confiant, déterminé, certain. En attendant l'ascenseur, j'ai jeté un dernier coup d'œil à mon bureau. La plaque brillait. La fille qu'ils avaient traitée de honte. La sœur qu'ils avaient rejetée.
la fille qu'ils avaient soudainement sous-estimée, la femme qui leur avait prouvé qu'ils avaient tous tort, non par dépit, mais par vérité. J'ai souri. J'avais construit cette vie de mes propres mains, brique par brique, choix par choix, sacrifice par sacrifice. Pas pour eux, pour moi. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Je suis entrée avec confiance. Et alors que je descendais vers le hall, vers Marc attendant avec la voiture, vers mon appartement avec ses vues sur la ville, et vers tout ce que demain apporterait, j'ai senti quelque chose s'installer au fond de ma poitrine, la paix. Une paix pure, authentique, durement gagnée. Pas parce que ma famille me voyait enfin, mais parce que je m'étais enfin vraiment vue moi-même et que j'étais suffisante. J'avais toujours été suffisante. Si votre propre famille vous a déjà fait vous sentir invisible, utiliseriez-vous le moment où ils vous voient enfin pour leur prouver qu'ils ont tort ou pour les aider quand même? Si cette histoire vous a touché, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour plus d'histoires sur la découverte de votre propre valeur quand les personnes les plus proches de vous ne peuvent pas l'avoir.